Tout a commencé une nuit bien particulière, lorsqu'une certaine femme, accompagnée d'un certain enfant, se présenta au refuge de Duncton, en quête d'un abri. Le propriétaire, cependant, refusa de les accueillir, prétextant qu'il avait déjà bien assez de bouches à nourrir. C'est alors que la femme, sans hésiter, lui glissa une pièce d'argent dans la main, bien plus qu'il n'en fallait pour convaincre ce crevard cupide de faire une exception. Une fois à l'intérieur, il les guida jusqu'à la chambre qui leur était assignée. Comme la nuit était déjà bien avancée, il annonça qu'il expliquerait les règles du refuge et les frais de responsabilité le lendemain. Cela dit, il tourna les talons et s'éclipsa. La femme, prénommée Helen, aida l'enfant à s'installer sur le lit. Elle éprouvait une étrange tristesse pour cette pauvre petite âme, si jeune et déjà si éprouvée. Le gamin, tout doux, voulait savoir où étaient sa maman et son papa. Mais il semblait évident que quelque chose de terrible leur était arrivé. Helen, pétrifiée par l'horreur de la vérité, n'osa rien dire. À la place, elle lui offrit de faux espoirs, prétendant qu'il reverrait bientôt ses parents. Mais en attendant, il valait mieux qu'il dorme un peu et laisse venir le lendemain. L'enfant innocent acquiesça et quelques instants plus tard, il s'endormit profondément. Pendant ce temps, Helen fut prise d'une violente quinte de toux. Du sang jaillit à chaque spasme et elle comprit qu'elle était en train de mourir. Dans un dernier adieu silencieux adressé au petit, elle s'éteignit sur place. L'enfant se réveilla un peu plus tard pour découvrir les draps maculés de sang et le corps sans vie de la femme. Peu après, le gérant du refuge arriva, accompagné de sa maîtresse. Tous deux semblaient plus agacés qu'attristés par la mort de la vieille dans leur établissement. La maîtresse remarqua alors que l'enfant avait les cheveux d'un blond très pâle, exactement comme Pauline, une autre femme hébergée ici depuis un moment. Et justement, Pauline fit son apparition à ce moment-là. Effectivement, elle ressemblait beaucoup à l'enfant. La maîtresse décréta aussitôt que le gamin serait désormais sous la responsabilité de Pauline. Ce n'était pas une œuvre de charité après tout. Il fallait qu'ils mendient ensemble et ramènent de l'argent. Ce refuge délabré, en réalité, fonctionnait grâce aux dons et aux subventions gouvernementales. En apparence, c'était un havre pour les âmes perdues. Mais derrière cette façade, c'était un lieu corrompu, exploitant les enfants sous couvert de frais de responsabilité pour engranger un maximum de profit. Pauline se présenta et demanda le prénom du garçon. Mais celui-ci resta muet, encore bouleversé par la mort d'Hélène. Pauline devina sans peine l'angoisse qui se lisait sur son visage. Alors elle s'assit à ses côtés et tenta de lui insuffler un peu de courage. Elle ignorait ce qu'il avait vécu exactement. Mais peu importe, tout cela appartenait désormais au passé. Et s'il voulait survivre, il devait garder la tête haute. Selon elle, s'il gardait espoir et restait fort, le bonheur finirait par le retrouver. Elle lui tendit la main, l'invitant à faire un effort pour transformer sa vie. L'enfant la saisit sans hésiter. Ainsi débuta un nouveau chapitre de son existence. À partir de ce jour, il prétendit être le fils de Pauline. Ils mendiaient ensemble dans les rues. Leur relation, au départ purement de façade, évolua peu à peu. Pauline veillait sur lui comme s'il était son propre fils. Elle le protégeait des brutes et des autres vagabonds. Grâce à toute l'attention qu'elle lui portait, l'enfant ne se sentit jamais seul, pas une seule fois. Et ainsi, 5 années s'écoulèrent comme un souffle léger. L'enfant avait désormais 8 ans. Il s'appelait Rowan. Un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte, ils se félicitèrent mutuellement pour tous les efforts qu'ils avaient fournis durant ces années. Ce matin-là, Rowan avait surpris une rumeur selon laquelle Pauline allait bientôt partir. Il voulait en parler avec elle. Pauline, visiblement peu enchantée, confirma que c'était vrai. Apparemment, on lui avait proposé un poste de domestique dans une maison noble. Rowan était sincèrement heureux pour elle. Il croyait dur comme fer qu'elle excellerait dans ce nouveau rôle. Pauline le taquine gentiment sur le fait qu'il s'inquiète trop, surtout qu'il a déjà bien assez à gérer comme ça. Le gamin, lui, est profondément reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour lui au cours des 5 dernières années. Quand Helen l'a laissé seul dans ce monde, quand les autres enfants du refuge le maltraitaient, ou quand des vagabonds le provoquaient, c'est toujours Pauline qui était là, toujours là pour lui. Les larmes commencent à couler avant même qu'il ne s'en rende compte. Même s'il devrait se réjouir pour elle, l'idée de son départ le déchire de l'intérieur. D'abord, ce furent ses parents, puis Hélène. Et maintenant, c'est Pauline qui s'apprête à le laisser seul. Tout le monde finit par partir, et l'idée d'être une fois de plus abandonné le ronge. Pauline le sort rapidement de sa torpeur. Elle lui rappelle que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est plus physiquement à ses côtés qu'il est pour autant seul. On est véritablement seul, seulement,
quand le cœur est vide. Si Rowan garde en lui ceux qui sont partis et qu'il prend le temps de regarder au fond de lui-même, il verra à quel point il l'aimait et tenait à lui. Alors, chaque fois que la solitude pointera le bout de son nez, elle lui dit qu'il suffira de fermer les yeux et d'écouter son cœur. Parce qu'elle sera toujours là, juste à ses côtés. Les jours passent, le soleil s'éteint et une nouvelle nuit tombe. Au beau milieu de la forêt, Rowan repense aux derniers mots de Pauline. Se sentant seul, il ferme les yeux, pose une main sur sa poitrine et tente d'ouvrir les yeux de son cœur, juste pour ressentir la présence de ceux qui comptent pour lui. Aussitôt, le mana commence à tourbillonner autour de lui. Même les yeux clos, il voit à travers toutes choses, comme si le monde entier s'ouvrait devant lui. Et pas seulement le monde, il ressent aussi la présence de ses parents, d'Hélène et de Pauline. Tous ceux qu'il aime lui paraissent plus proches que jamais. Les années s'envolent depuis que Pauline a quitté le refuge. Elle n'a jamais repris contact avec Rowan pendant tout ce temps, ce qui le pousse à croire qu'elle est encore occupée à s'adapter à sa nouvelle vie. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est prier pour qu'elle aille bien. En attendant, il mendie seul, comme les autres enfants. Le directeur l'a assigné à la zone 1, la plus lucrative. Comme il rapporte beaucoup, il est toujours mieux traité que les autres. Et puis, il y a ce type, trop amical pour être honnête. Il s'appelle Blake, et c'est le superviseur de la zone 1. Depuis qu'il a entendu parler du passé tragique de Rowan, il n'a cessé de se montrer chaleureux et protecteur avec lui. C'est aussi lui qui a aidé Rowan à comprendre que les amas de lumière qu'il voit en fermant les yeux, c'est du mana. Et puisque Blake se montre si serviable et bienveillant, Rowan n'a aucune raison de le détester. Cet homme renferme des condensations de lumière dans son corps et s'est révélé être un bretteur expérimenté, utilisant le mana. Puisque Rowan peut voir le mana, il remarque que celui de Blake a une lueur étrangement trouble. Un petit détour s'impose pour expliquer comment fonctionne le mana dans ce monde. Le mana est l'ingrédient principal ayant permis la création de ce monde. Les gens l'absorbent en respirant, influençant inconsciemment le cours du monde. Parmi eux, quelques-uns, comme Blake, peuvent canaliser la puissance du mana grâce à divers entraînements appelés cultivation du mana. Blake a expressément interdit à Rowan de s'y essayer sans connaissance solide, car cela pourrait être mortel s'il s'y prend mal. Alors que des passants jettent des pièces dans son seau, Rowan les remercie avec sincérité, comme tout mendiant le ferait. Certaines dames de passage le trouvent mignon et attendrissant, charmées par son regard doux. Pendant ce temps, Rowan est plongé dans ses pensées, déterminé à progresser dans ce monde de mana. Avant tout, il essaye de s'habituer à voir à la fois les objets réels et le mana, et il réussit. Ce petit exploit fait naître un mince sourire de victoire sur son visage. Il n'y a pas si longtemps, c'était presque impossible de voir les deux en même temps, mais à présent, il commence à maîtriser cela. Bien que cette victoire ne soit pas sans difficulté, voir les objets physiques et le mana se superposer continue de lui donner le vertige et de lui embrouiller l'esprit. Rowan reste chancelant lorsqu'un visage familier surgit de nulle part. Blake, impressionné par la somme que Rowan a déjà réussi à récolter. Avec modestie, Rowan minimise ses mérites, affirmant que c'est uniquement grâce à toutes ces personnes au grand cœur. Blake, lui conseille de rester sur ses gardes. Après tout, un tel succès pourrait bien éveiller la jalousie de certains. Alors, si Rowan remarque quoi que ce soit d'inhabituel, Blake veut qu'il le signale immédiatement. Sur ces mots, il commence à s'éloigner, non sans faire un dernier signe de la main. Mais Rowan semble déjà avoir vu quelque chose d'étrange, même s'il n'a pas vraiment envie d'en parler à son aîné. Parmi la foule, certains inconnus dégagent un mana puissant et lumineux, concentré dans leur abdomen, exactement comme Blake. Pourtant, quelque chose les distingue des simples utilisateurs de mana. Celui de ces deux inconnus qu'il a repéré la veille brillait d'un éclat exceptionnel. Ce qui inquiète encore plus Rowan, c'est qu'ils semblaient l'observer. Puis ils ont disparu d'un coup, bondissant de toit en toit. Pourtant, ils n'avaient pas l'air particulièrement menaçants. Et Rowan préfère que personne ne sache qu'il peut voir le mana. Il tient à ce que ce secret reste le sien. Alors qu'un homme laisse tomber une nouvelle pièce dans son bac de récupération, Rowan réalise que celui-ci est déjà plein. Il se met donc en route vers le camp de base pour le remplacer. Mais en chemin, il aperçoit des silhouettes tapies dans l'ombre. Elles émettent ce même mana coloré et intense. Il en est presque certain, ce sont les mêmes individus qu'hier. Et cette fois, ils ne sont pas seuls. Plusieurs hommes le suivent de près. Rowan n'a aucune idée de ce qu'il prépare. Mais cette fois, la peur le gagne. Jamais il ne s'était approché d'aussi près.
L'un est juste derrière lui, un autre sur le côté. Il lui suffit d'atteindre le camp de base, coûte que coûte. L'anxiété prend peu à peu le pas sur ses réflexes, dès que les poursuivants réduisent dangereusement la distance. À un moment, Rowan croit que c'est fini pour lui. Mais au dernier instant, une voix familière retentit. C'est Blake, bien sûr, qui arrive à une vitesse quasi divine. Il attrape Rowan dans ses bras et bondit si haut qu'ils atterrissent sur le toit d'un bâtiment. Les ombres les rattrapent, alors Blake accélère encore, avertissant Rowan de bien tenir la caisse. Pas une seule pièce ne doit tomber, ou il risque de se coucher le ventre vide. Mais l'esprit de Rowan est ailleurs, ce qui laisse Blake perplexe. Une fois à l'abri, le grand frère repose doucement le gamin, toujours dans les nuages. Il se dit que le petit dut être paralysé par la peur. Mais en réalité, si Rowan était aussi figé, ce n'est pas à cause de la panique. C'est parce qu'il venait d'avoir une révélation. Pendant leur fuite, il a vu comment le mana circulait dans le corps en mouvement. Il a même observé les ondulations du mana condensé lorsque la force se concentrait dans les membres. Il a réussi à compter précisément le nombre d'impulsions et de dissipations nécessaires pour sauter d'un toit. Et maintenant, il veut retenter l'expérience pour confirmer l'ampleur de cette découverte. Il inspire profondément, fait circuler le mana dans son corps, le condense, prêt à le libérer au moment opportun. On dirait bien que le petit a enfin compris comment maîtriser son mana. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire, mettre cette nouvelle maîtrise à l'épreuve. Pendant ce temps, les autres enfants qui étaient restés à leur poste commencent à arriver, complètement perdus quant à la raison de ce rappel soudain. C'est à ce moment-là que leur supérieur fait son apparition. Il sent bien que tout le monde brûle d'impatience de savoir ce qu'il se passe, mais il les rassure. Rien de grave, inutile de s'angoisser. Une fois que chaque chef de zone aura terminé son inspection, chacun pourra retourner à sa tâche. Il ignore combien de temps cela prendra, alors en attendant, ordre est donné de rester calme et de ne pas quitter leur chambre. Sauf pour un seul enfant, bien sûr, notre garçon. On lui demande de faire ses affaires. Il va être déplacé. Un peu plus tard, le garçon discret suit docilement son supérieur à quelques pas derrière. À un moment donné, on demande à Rowan de s'écarter pendant que son supérieur discute avec un grand type un peu plus loin. Évidemment, le gamin est curieux de savoir ce qu'il se raconte, mais il est trop loin pour entendre quoi que ce soit. Alors il commence à faire circuler son mana et se concentre sur ses oreilles. Et là, bam, il les entend parfaitement, comme s'il se tenait juste à côté. Apparemment, il parle de lui. Rowan va être transféré dans le bâtiment principal, loin de l'aile des dortoirs. Même son supérieur ne sait pas pourquoi. Puisque ça vient directement du directeur, il suppose que celui-ci a un faible pour le garçon. Et on ne peut pas lui en vouloir. Après tout, le gamin est foutrement beau gosse. Et compte tenu de ce qui s'est passé dans la zone 1, le mettre à l'abri a du sens. Ces types louches que Rowan a croisés plus tôt pourraient appartenir à l'Union. On ne sait pas encore ce qu'est cette union, mais on espère bien le découvrir bientôt. Le petit comprend alors qu'ils doivent parler de ces ombres qui le suivaient aujourd'hui. Le grand type finit par l'appeler d'un geste pour qu'il le rejoigne. Ensemble, ils traversent le bâtiment principal et finissent par arriver à l'accueil, où une femme nommée Amy les attend. Le grand veut que Rowan la salue, puisqu'elle va désormais veiller sur lui. Une fois les présentations faites, il s'éclipse, laissant le garçon et Amy seuls dans un silence un peu gêné. C'est elle qui le rompt en lui demandant son âge. Le petit répond aussitôt, il a 10 ans. Il avoue aussi qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il ne l'a jamais appris. Amy s'y attendait. Après tout, il vient de l'aile des dortoirs. Mais à partir de demain, elle va lui enseigner tout ce qu'il doit savoir. Il peut l'appeler professeur ou grande sœur, si le contexte est moins formel. En l'observant de plus près, elle se rend compte que son visage est étonnamment beau pour un enfant des dortoirs. Le garçon timide lui demande simplement pourquoi il a besoin d'apprendre à lire. Amy, un brin agacé, remarque qu'il n'a même pas conscience de la raison de sa présence ici. Elle lui explique qu'un événement de lecture consiste à lire un livre à voix haute devant un public, souvent pour une occasion spéciale. Parfois, c'est l'auteur d'un nouveau livre qui lit lui-même, ou ce sont des nobles lors de réunions mondaines. Bien lire est un vrai atout dans la haute société. Et cette fois, Rowan devra lire devant les mécènes du refuge. S'il s'en sort bien, il pourrait même être choisi pour une lecture spéciale. Tu vois, les enfants qui lisent de manière impressionnante sont souvent adoptés. Ceux qui sont retenus lisent généralement en privé devant leur bienfaiteur. Mais pour quelqu'un comme notre garçon, qui ne sait même pas déchiffrer un mot, le chemin sera rude.
Après ce flot d'informations, le garçon ne sourcille même pas. Il n'a pas l'air perdu ni dépassé, ce qui laisse Amy à la fois intriguée et perplexe. Elle lui ébouriffe tendrement les cheveux avant de lui demander de la suivre. Elle le conduit à sa nouvelle chambre et lui présente les autres enfants qui y vivent. Une fois parti, Rowan range ses affaires dans son placard personnel. Une première pour lui qui n'en avait jamais eu dans les dortoirs. C'est alors qu'un autre enfant s'approche, le fixant avec étonnement, comme s'il n'arrivait pas à croire que Rowan venait bel et bien de l'aile des dortoirs. Aussi stupéfait qu'il soit, ce garçon semble tout aussi fasciné. Il avoue n'avoir jamais rencontré quelqu'un de l'aile des dortoirs auparavant. Alors, en signe de bonne volonté, il se présente. Il s'appelle Theo. La fille blonde, c'est Noah. Le garçon au centre s'appelle Hayden et la fille réservée à leur gauche se prénomme Lily. Theo explique ensuite les avantages de cet endroit. Ici, personne ne viendra l'intimider et il n'aura plus jamais à mendier. Les enfants qui participent aux activités de lecture aident à la bibliothèque, travaillent dans le hall d'accueil et s'occupent des invités. Ceux de cette pièce en particulier gèrent la bibliothèque elle-même. Ils organisent les livres et assurent le bon fonctionnement au quotidien. Puisque Rowan vient d'être intégré à leur groupe, ils lui réservent un accueil chaleureux et le remercient de faire désormais partie des leurs. La nuit tombée, Rowan est allongé dans son lit. Il ne peut s'empêcher de penser aux livres. À ses yeux, il renferme tout le savoir du monde. Pauline avait toujours cru que les livres étaient le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un enfant curieux comme Rowan. Rien que d'y penser lui emplit le cœur de gratitude. Dans la zone 1, Rowan vient justement de terminer un livre dans le cadre d'un exercice. Amy lui demande alors de sortir les ouvrages qu'il a lus aujourd'hui. Lorsqu'il dépose la pile de livres sur la table, la femme commence à noter chacun de leurs titres. Une fois son inspection terminée, un détail l'interpelle. Tous les livres que Rowan a lus jusque-là sont des contes de fées. Elle souhaite donc qu'il passe désormais au roman de la zone 2. Avant cela, elle n'oublie pas de le féliciter pour le travail admirable qu'il accomplit. L'enfant est ravi. Il va enfin pouvoir lire les livres de la zone 2. Après tout, c'est là que sont rassemblés les ouvrages destinés aux adultes. Il est tellement excité qu'il veut en lire encore un peu avant de retourner au dortoir. La femme lui donne l'autorisation tant espérée. Alors il se rend directement dans la zone 2. Le petit bonhomme est aux anges devant cette mer de livres. Peu importe celui qu'il prend en main, il a envie de le lire sur le champ. Mais un livre en particulier attire son attention. Son titre, La naissance du royaume de Grafton et l'Union. Le mot Union lui dit quelque chose. Il en a déjà entendu parler, sans doute par des adultes. Dès qu'il ouvre le livre, il tombe sur une carte du continent où il vit. L'un des principautés, Grafton, a remporté une longue guerre. Le monde fut ensuite réorganisé en un royaume central et 6 principautés autonomes. Pour éviter d'autres conflits et préserver le bien-être commun ainsi que la sécurité, le roi créa une organisation appelée l'Union. Cette faction œuvre depuis plus de 200 ans à maintenir la paix et l'ordre. Les membres de l'Union sont censés être des personnes bienveillantes et vertueuses. Mais si c'est vraiment le cas, Rowan ne comprend pas pourquoi Blake a fui en voyant ces gens-là. La seule explication possible est que l'Union décourage la mendicité et que Blake craignait d'être puni. Pourtant, il s'entend plutôt bien avec les superviseurs locaux, ce qui rend la chose étrange. Une autre hypothèse se dessine. Peut-être que le refuge et l'Union ne sont pas en bons termes. Et pour une raison obscure, le refuge garde les événements de ce jour-là sous silence. Le jour où Rowan a été poursuivi par des membres de l'Union. Cela doit être quelque chose de vraiment grave pour que le refuge le cache ainsi. Rien que d'y penser lui donne la chair de poule. Quelques jours passent, doux comme une brise légère. On voit Rowan nettoyer la bibliothèque, utilisant son mana pour alléger sa charge de travail. Il ne maîtrise pas encore parfaitement ses mouvements, tout en faisant circuler son mana, mais il s'améliore. Lorsqu'il mendiait dans les rues, il restait immobile à respirer calmement le mana. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il s'est suffisamment entraîné pour faire circuler son mana tout en marchant, voire en lisant. Pourtant, sa concentration de mana n'a pas augmenté. Le flux se disperse toujours, sans jamais vraiment se rassembler. C'est frustrant, mais Rowan est convaincu qu'en avançant pas à pas, il finira par atteindre son but. Un jour particulier, tous les enfants sont rassemblés dans le grand hall principal. Devant eux se tiennent la directrice adjointe et Amy. Sans perdre de temps, la directrice adjointe commence à appeler les noms des enfants sélectionnés pour le prochain événement de lecture. Par chance, Theo, Lily et Noah sont retenus. Mais lorsqu'il s'agit de Rowan,
Elle hésite. Elle est réticente à l'idée de le laisser participer cette fois, puisqu'il vient tout juste de terminer la lecture des contes de fées. Pourtant, il faut bien reconnaître que ce garçon est d'une beauté renversante. Rien que sa présence suffirait à illuminer l'événement. Alors, au lieu de participer directement, il reçoit pour consigne d'observer et de s'imprégner de l'ambiance. Fidèle à lui-même, Rowan, poli et respectueux, exprime sincèrement sa reconnaissance pour cette considération. Une fois la sélection terminée, Amy prend le relais pour guider les enfants choisis. Elle leur demande à tous les 10 de se changer et de se rassembler dans la salle de réception. Pendant ce temps, les enfants non sélectionnés râlent entre eux. Ils trouvent injuste que Rowan ait été retenu alors qu'il n'a fini de lire que des contes de fées. Un peu plus tard, Rowan réapparaît dans sa nouvelle tenue, adorable, élégant et indéniablement charmant. Théo le complimente, et Rowan lui rend l'appareil avec un sourire. Amy l'accompagne ensuite jusqu'à la place qui lui a été attribuée pour l'événement. Une fois tout le monde installé, un coup frappé à la porte annonce l'arrivée des invités. Rapidement, toutes les figures importantes font leur entrée. Parmi elles se trouve une femme qui avait déjà croisé Rowan dans la rue, en train de mendier. Oui, je m'en souviens aussi. À l'époque, elle était complètement sous le charme de ce petit garçon si beau. Et Rowan semble aussi se souvenir d'elle. Il la remercie aussitôt pour la gentillesse qu'elle lui avait témoignée ce jour-là en lui donnant un peu d'argent. Elle s'appelle Caroline et elle est visiblement devenue une admiratrice inconditionnelle de Rowan, à tel point qu'elle ne peut s'empêcher d'en parler à la directrice adjointe, lui racontant comment elle l'a vu mendier au carrefour de Bree l'hiver dernier. Il était déjà joli à l'époque, mais aujourd'hui, il est encore plus resplendissant. Pour ne rien gâcher, la directrice adjointe révèle que Rowan a désormais appris à lire. Caroline, ravie, insiste pour qu'il lise un extrait d'un livre aujourd'hui. La directrice adjointe répond humblement que Rowan est ici uniquement pour observer. Déçue, Caroline ne cache pas qu'elle aurait adoré l'entendre lire. Face à tant d'enthousiasme, la directrice adjointe finit par accepter de lui faire lire le dernier chapitre, à titre d'essai. Un peu plus tard, les invités restent sans voix en entendant la voix rythmée et douce de Rowan. C'est comme si sa voix ensorcelait l'auditoire, emplissant l'air d'un amour dense et chaleureux qui fait bouillonner les émotions chez les dames. L'intensité des sentiments qu'il transmet fait soupirer les invités, les yeux embués de larmes. Le suspense et l'émotion sont tels que certaines femmes se mordent la lèvre inférieure, le cœur battant la chamade. Une fois sa lecture terminée, elles ne peuvent s'empêcher de le couvrir de compliments, utilisant toutes les expressions les plus tendres qui leur viennent à l'esprit. Mais Rowan, humble, ne se laisse pas griser par tant de louanges. Il attribue tout le mérite à Madame la directrice adjointe, qui a su révéler son potentiel et lui offrir cette chance. Caroline exprime alors son désir de l'entendre lire à nouveau le lendemain. La directrice adjointe accepte sa requête. Un peu plus tard, on retrouve Rowan à la bibliothèque, en train de feuilleter les rayonnages. Cette fois, il cherche des livres qui pourraient l'aider à canaliser son mana et à l'harmoniser avec les mouvements de son corps. Alors qu'il s'empare d'un ouvrage prometteur, Blake surgit derrière lui et remarque que le livre que Rowan tient traite d'un sujet particulièrement intime. Rowan se retourne, feignant la surprise face à l'arrivée soudaine de Blake, bien qu'il savait parfaitement qui approchait. Il semble que Blake soit venu féliciter Rowan pour sa prestation remarquable lors de l'événement. Un peu amer de l'avoir manqué en direct, il est venu à la bibliothèque dans l'espoir de l'entendre lire ici. Rowan ne tient pas rigueur à son aîné d'avoir manqué l'événement de lecture. Il comprend que Blake porte déjà bien des responsabilités sur ses épaules. Pour se mettre à jour, Rowan se demande si son aîné a des nouvelles à partager. Blake lui révèle alors que les types du syndicat, ceux qui le poursuivaient auparavant, recommencent à le harceler. Il compte bien s'en occuper avec les administrateurs. Rowan en est absolument convaincu. Avec Blake aux côtés des administrateurs, ces gars du syndicat vont mordre la poussière et tirer la leçon qu'ils méritent. Ces paroles réconfortantes renforcent la confiance de Blake. Autant il aimerait participer à la lecture prévue le lendemain, autant il craint devoir y renoncer à nouveau. Blake semble brave, prêt à affronter ces gars du syndicat, mais cela fait aussi de lui le véritable antagoniste. Après tout, le syndicat n'a été créé que pour maintenir la paix et la tranquillité. Pourtant, Blake est si gentil avec Rowan qu'à ses yeux, il ne peut être qu'un homme bon. La conversation se poursuit et Rowan assure à son aîné qu'il espère avoir une autre chance de l'entendre lire. Après tout, il lira sûrement à voix haute à d'autres occasions.
Mais ce qui compte le plus pour lui, c'est que Blake aille bien. Il lui souhaite bonne chance dans son affrontement avec les membres du syndicat. Blake lui souhaite également bonne chance pour l'avenir. Puis, en désignant le livre que tient Rowan, il insiste pour qu'il le lise dès qu'il sera libéré de ses séances de lecture. Sur ces mots, l'aîné part travailler, laissant Rowan méditer sur cette tension entre Blake et le syndicat. Il se demande à quoi peut bien ressembler un affrontement entre deux personnes ayant maîtrisé le contrôle du mana. Plus important encore, il veut découvrir où il se situe en termes de puissance, et s'il est capable de rivaliser avec son aîné. Il commence alors à condenser et faire circuler le mana dans son corps, et, sans s'en rendre compte, déchire le livre en deux sous l'effet de la force que le mana a amplifiée dans ses mains. Lorsqu'on frappe à la porte, on lui dit d'entrer. Rowan ne comprend pas pourquoi la sous-directrice l'a convoqué. Elle cherche ses mots, visiblement embarrassée. Il s'avère que le garçon est devenu le lecteur préféré de toutes les nobles dames. Elles ne veulent entendre que sa voix, peu importe qu'il lise seul. Ces femmes enthousiastes ont fini par donner un mal de tête à la pauvre sous-directrice, qui a tout tenté pour répondre à leurs demandes impossibles. Et maintenant, elle est presque désespérée de devoir lui demander s'il accepte ce genre de mission. Rowan n'y voit aucun inconvénient et accepte volontiers, ne serait-ce que pour lui rendre service. Dans la scène suivante, la sous-directrice annonce officiellement le lecteur spécial du jour. Mais à la surprise générale, c'est le nom de Théo qui est appelé, et non celui de Rowan. Le garçon en reste bouche bée. Il n'arrive pas à croire qu'il ait été choisi. La sous-directrice le félicite, tout comme ses camarades. Même Théo pense que cela aurait dû être Rowan. Le garçon aux cheveux bleus exprime son admiration. Selon lui, la lecture de Rowan est si élégante et maîtrisée qu'il est destiné à accomplir de grandes choses. Puis, en tant que lecteur spécial, Théo part vers sa nouvelle destination. En le voyant s'éloigner, même Rowan ressent un pincement au cœur. Mais ce sentiment de perte ne dure pas longtemps. Car juste après, il reprend sa lecture et impressionne les nobles dames par la poésie de sa voix. Il n'a pas le temps de pleurer ou de se laisser aller à la nostalgie, trop occupé à remplir son rôle de lecteur. Comme son emploi du temps est chargé, la sous-directrice lui rappelle qu'il devra assurer à la fois la session du matin et celle de l'après-midi, ce qui signifie une double séance désormais. Même la sous-directrice s'excuse de lui mettre autant de pression, mais il est simplement très demandé. Plutôt que de le vivre comme un fardeau, Rowan voit là une opportunité et se montre reconnaissant que son talent soit autant apprécié. En même temps, le jeune garçon avoue que chaque session de lecture le laisse souvent vidé émotionnellement, et il demande donc à bénéficier d'une pause après chaque séance pour reprendre ses esprits. Évidemment, même la sous-directrice ne peut refuser une demande aussi sincère, mais elle lui rappelle de ne pas s'aventurer au-delà de la cour arrière. Rowan s'en contente, et il est déjà heureux d'avoir obtenu autant. Fixant le jardin du regard, le garçon se retrouve seul. C'est ici qu'il peut s'exercer à nouveau à la circulation du mana. En concentrant son mana sur des zones précises comme les muscles, les articulations et les os, Rowan expérimente selon les instructions du livre. Une fois cette concentration atteinte, il peut le canaliser à travers tout son corps. La réussite du processus dépend d'une seule chose, la force de volonté. Car pour faire circuler le mana, il ne suffit pas simplement de le penser. Il faut aussi une intention profonde et un véritable élan d'action. Le corps de Rowan s'illumine sous l'effet du mana qui y circule. À la fin de l'exercice, il retrouve son état normal. Le seul point problématique reste la concentration du mana. Il ne sait pas si cela vient de son corps ou de ses compétences. Mais pour l'instant, le garçon ne veut pas précipiter les choses. Il estime qu'il est plus important d'éliminer efficacement ses faiblesses pour ne pas finir comme les autres. À l'époque où Blake l'avait emmené au refuge, il n'était même pas capable de marcher seul. Rowan soupçonne que les gens de l'Union ont probablement fini par se lasser de le pourchasser. Un soulagement, mais aussi une observation importante. Même ceux qui utilisent le mana peuvent finir affaiblis et épuisés. Rowan veut percer le secret de l'utilisation du mana stocké, et il envisage sérieusement la possibilité d'utiliser du mana externe comme s'il lui appartenait. Après tout, il a déjà testé l'application de sa théorie en insufflant du mana dans sa voix pour l'émettre ensuite. Cela ouvre une porte vers d'autres possibilités. Modifier le mana extérieur, tant qu'il possède une forme ou une structure définie. Rowan s'amuse de cette hypothèse et atteint une révélation stupéfiante lorsqu'il parvient à faire léviter une feuille. Dans la scène suivante, la lectrice spéciale est de nouveau désignée, et cette fois, il s'agit de Lily.
Comme Théo auparavant, elle est applaudie et invitée à faire attention. Mais pour une raison étrange, Lily est troublée et s'envoie devant Rowan, ce qui ne manque pas de le déstabiliser. La jeune fille tente, en bégayant, de lui avouer ses sentiments. Malheureusement, elle est interrompue lorsque les autres enfants commencent à parler haut et fort de leur propre incompréhension. Sachant que Rowan est le meilleur d'entre eux, ils n'arrivent pas à croire qu'il ait été ignoré, non pas une, mais 2 fois. À ce stade, ils sont convaincus que le directeur adjoint y est pour quelque chose, persuadés que Rowan n'est qu'une poule aux œufs d'or pour l'institution, puisqu'il lui rapporte beaucoup. La pauvre Lily voit sa déclaration d'amour complètement anéantie, surtout lorsque Rowan lui demande de répéter parce qu'il n'a pas bien entendu. Mais Lily, en larmes, s'en va sans avoir pu dire ce qu'elle ressentait. Quant à Rowan, il est absorbé par ses réflexions, se rappelant que les lecteurs spéciaux sont censés partir dans une bonne famille. Cela signifie que s'il en avait la chance, il pourrait découvrir un nouveau monde, élargir ses horizons et enrichir sa vie. Il pourrait peut-être apprendre encore plus vite à stocker le mana. Sa curiosité ne fait que croître. Le lendemain, pendant l'une de ses pauses, il s'exerce à nouveau à la lévitation. Comme il a répété ce processus plusieurs fois, cela devient plus facile. Soudain, il ressent un fil de mana violet à proximité et aperçoit un homme en train de tenter de s'introduire discrètement dans l'enceinte. C'est l'homme qui l'a amené à l'institution. Il s'écroule lourdement au sol, et à la surprise du garçon, son mana semble s'estomper. Un autre homme le rejoint rapidement et vérifie son état. Ils discutent brièvement, et le mot « union » échappe à leur conversation. Rowan surprend leurs paroles, mais on lui ordonne de rentrer discrètement à l'intérieur et de faire comme si rien ne s'était passé. L'enfant, figé par la stupeur, ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et comme si cela ne suffisait pas, la session de lecture de l'après-midi est soudainement annulée et les enfants sont sommés de retourner immédiatement dans leur dortoir. Une telle chose n'était jamais arrivée, ce qui plonge tout le monde dans la confusion. Amy concentre alors son attention sur Rowan et l'exhorte à se préparer, car cette fois, c'est lui, le lecteur spécial. Se préparant une dernière fois pour l'événement, le garçon affiche un air triste. Il repense à la remarque cinglante d'Amy, dénuée de la compassion habituelle qu'elle montrait toujours sur son visage. En se remémorant ce qui s'est passé plus tôt avec ces 2 hommes, il se demande s'ils ont joué un rôle dans l'annulation de la séance de lecture de l'après-midi. Bien qu'incertain, le garçon prend son courage à 2 mains et part retrouver Amy, qui est déjà apprêtée, prête à se rendre chez le sponsor. Mais au fond de lui, il sent que quelque chose cloche dans ce refuge. Lorsqu'elle aperçoit la tenue soignée du garçon, elle reste un instant éblouie. Elle ne lui dit pourtant rien, se contentant de lui ordonner de la suivre. Rowan se demande s'il est en train d'être adopté par Caroline, ce qui aurait été une belle fin. Mais à sa grande surprise, c'est quelqu'un d'autre. Une fois encore, Amy ne souffle mot. Il se dirige vers un refuge nommé l'Annexe, un lieu qui semble bien plus sombre et lugubre que dans ses souvenirs. Même Rowan peut ressentir que l'endroit est habité par des gens malfaisants, imprégnés d'un mana suspect. Quoi qu'il en soit, l'accueillant les fait entrer, estimant qu'il est urgent de se dépêcher. Alors qu'il se sépare de la jeune femme, le garçon jette un dernier regard au visage d'Amy, désormais impassible. À l'intérieur, il remarque rapidement que le bâtiment n'a aucune fenêtre et que l'ambiance est bien plus sinistre qu'il ne l'imaginait. Il reste sur ses gardes, prêt à réagir en cas de danger. Dans le silence oppressant, il entend la voix du vice-directeur. Ils entrent dans une étrange salle qui ressemble plus à un autel sacrificiel qu'à autre chose. Rowan est immédiatement invité à s'asseoir sur une chaise et à commencer la lecture. Essayant de rassembler ses pensées, il se demande si ces gens mystérieux fuient l'Union à cause de ce qui s'est passé plus tôt. Il est incapable de deviner le but exact du rituel. Il repère le livre qu'il doit lire, mais son corps est parcouru de tremblements, son esprit envahi par l'angoisse. Pourtant, sa curiosité l'emporte. Il remarque une fosse étrange qui s'enfonce sous terre, se demandant ce qu'elle renferme. Une révélation le frappe. C'est une fosse emplie de mana, immense, bien au-delà de tout ce qu'il avait pu percevoir jusqu'ici. Rowan reçoit l'ordre de commencer la lecture sur le champ. Il entame alors d'une voix poétique un passage décrivant une histoire sombre liée à cette fosse obscure. Et même en ce moment, il peut sentir le mana noir s'y accumuler. Il continue sa lecture, submergé par une émotion incontrôlable. Peu à peu, sa narration devient plus obscure. C'est alors qu'il comprend. Le seul auditeur de ses paroles est en réalité la fosse de mana elle-même. Alors qu'il poursuit,
Il sent que le mana est aspiré hors de son propre corps. À chaque mot prononcé, il s'affaiblit et comprend que la situation devient dangereuse. Cependant, s'il s'arrête maintenant, ce serait trop tard. Le refuge serait en péril et les forces de l'Union les retrouveraient. Il se concentre davantage, acceptant de supporter cette épreuve. Son nouveau plan est de capter le mana environnant et d'en ajuster subtilement le flux à son avantage. Grâce à cela, des filaments de mana blanc se détachent de son corps, l'entourant d'une barrière protectrice. Sa maîtrise totale du flux de mana se solde par un franc succès. Le garçon retrouve alors une certaine sérénité. Il n'a plus à s'inquiéter de la lecture. Il prévoit de gagner un peu de temps, et grâce à sa perception du mana, il pourra toujours savoir si les gens de l'Union sont proches. Rowan continue donc à lire, mais il traîne volontairement, ce qui étonne ceux qui avaient prévu sa chute. Il pensait que le rituel serait déjà terminé. Réalisation faite, il décide d'aller voir ce qui se passe. Mais notre garçon est prêt, sentant leur approche et espérant avoir gagné assez de temps. Sa concentration se brise lorsqu'il les voit entrer en trombe. L'un des hommes rugit en pénétrant dans la pièce, mais, à la stupéfaction du garçon, il se dirige en réalité vers le sous-sol au lieu de venir à lui. Ce détail le trouble profondément. Que diable nourrit-on donc dans cette fosse obscure? La scène bascule soudainement. Le maître de maison reçoit une gifle brutale, et la sous-directrice le rattrape au vol. L'homme responsable du rituel pense qu'ils ont tenté de le duper en essayant de fuir. Pendant ce temps, Rowan descend calmement et fixe son attention sur un arbre terrifiant, l'arbre des âmes perdues. Son monde s'effondre sous ses yeux lorsqu'il comprend que de nombreuses vies ont été sacrifiées pour accomplir le rituel. Son désespoir devient encore plus profond lorsqu'il reconnaît Pauline parmi les victimes. Mais l'homme fou de tout à l'heure rattrape l'enfant. De son côté, Blake surgit, furieux, exigeant des explications. Que s'est-il passé? Pourquoi tous les directeurs ont-ils été tués? Blake apprend alors que les directeurs avaient tenté de fuir, et c'est ainsi qu'ils ont découvert un étrange fruit. Rowan a été amené ici pour en faire pousser un autre, mais le processus a tourné au désastre. Désormais, ils sont complètement dépassés. Blake, hors de lui, retire la lame du corps sans vie de Pauline. La scène réveille un souvenir chez Rowan, une conversation avec celui qu'il considérait comme un frère. Il lui avait demandé pourquoi il ne portait pas d'épée. Blake lui avait simplement répondu que son arme était utilisée ailleurs. C'était ça, la vérité sombre. Blake est le salaud qui a tué Pauline. Cette révélation fait de Rowan une force de la nature méconnaissable. Sa première réaction est immédiate. Il tue l'homme sur le champ. Tandis que Blake tentait de récupérer son épée, il n'a rien vu venir. La seconde suivante, Rowan était déjà enveloppé d'une puissante aura sombre. Blake n'aurait jamais imaginé que le garçon puisse devenir aussi puissant, aussi jeune. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, Rowan le terrasse en un éclair fulgurant. Il détourne alors son regard vers les âmes disparues. Ses yeux se remplissent de larmes. Le garçon pleure celle qu'il voyait comme une mère, désormais morte. Il insuffle du mana dans l'arbre mort et plonge dans les souvenirs des victimes. Il découvre les mémoires tragiques d'enfants sans défense, de cris, de morts. Devant lui, un homme se tient droit, une version adulte de lui-même, plus mûre, mais identique. Avant qu'il ne puisse en apprendre davantage, la séquence se brise, à son grand désespoir. Même s'il ignore ce qui se passe, quelque chose en lui a changé. C'est comme s'il avait retrouvé un mana familier qu'il croyait perdu. Le souvenir de Pauline le serrant dans ses bras refait surface. Elle lui disait que l'on n'est jamais vraiment seul, sauf quand le cœur est vide. Et tant qu'il gardera précieusement en lui les souvenirs des êtres qu'il a aimés, il ne sera jamais seul. C'est pourquoi il doit plonger au fond de son cœur et y retrouver leur amour. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir, mais que l'on peut ressentir. La voix de Pauline résonne dans son esprit, lui ordonnant d'écouter le son de son cœur. Ce mana familier l'exhorte à ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment. Même si les souvenirs et l'amour qu'il partageait avec sa mère de cœur ont disparu, ils sont toujours présents dans son cœur, pour toujours. Mais ce moment d'émotion est brutalement interrompu. Le retour à la réalité est violent. Blake a sa lame posée contre le cou du garçon. Il révèle qu'il a attendu uniquement par respect pour Rowan. Autrement, tout serait terminé depuis longtemps. Mais il a toujours su que le garçon était intelligent. Ses sbires ont gâché leur plan, mais désormais, il est curieux. Il souhaite poser une question. Blake lui propose de le suivre ou de mourir en silence. Seul, non, sans personne à ses côtés. Rompant son silence, Rowan lui demande froidement où ils iraient.
Blake répond qu'ils iraient probablement dans une autre ferme où il s'occuperait des arbres comme ceux devant eux. Il serait son gestionnaire, son superviseur. En d'autres termes, Rowan deviendrait officiellement membre du groupe connu sous le nom des Rethel. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que le Rethel? En réalité, c'est le nom du groupe dirigé par leur chef de culte, un homme aux intentions sombres, bien décidé à changer le destin de leur monde par la magie noire. Blake n'est qu'un simple serviteur de ce leader, ce qui pousse Rowan à lui poser d'un regard vide une question glaçante. Est-ce lui qui a créé l'arbre? À cela, le bretteur explique qu'il ne possède pas un tel pouvoir. Ce n'est donc pas le cas. Il se contente d'observer les créations des grands prêtres, ceux qui, eux, peuvent façonner de telles choses. Quoi qu'il en soit, Blake n'a pas de temps à perdre en bavardage et réclame la réponse du garçon, remettant en cause sa décision. Rowan répond avec maturité. Il rejette l'offre. Dans ce cas, Blake, mécontent, dégaine littéralement sa lame contre le jeune garçon. Ce salaud, c'est pourtant celui qui le traitait comme un petit frère. Je m'attendais au moins à un soupçon d'hésitation. Mais non, il vise directement sa tête. Par chance, Rowan arrête la lame au grand étonnement de l'ordure. Le garçon a stoppé l'arme d'un geste, entre deux doigts, grâce à son contrôle externe du mana. À présent, Rowan veut savoir si Blake est responsable de la mort de Pauline. L'épéiste arrogant lui demande si le garçon chercherait à se venger, s'il répondait oui. En guise de réponse, Rowan brise la lame grâce à son mana électrisant, déclarant que Blake ne verra pas le lever du jour. Froid comme la mort, et triste, si on y pense bien. Blake encaisse un coup si puissant qu'il tombe à genoux, écrasé par la douleur. Le garçon l'avait pourtant prévenu de l'esquiver, mais il en était incapable. Avant même que Blake ne puisse cracher une insulte, Rowan met fin à ses jours, net d'un coup de lame. Il insiste froidement. Des gens comme lui ne méritent ni pitié, ni de se sentir victimes. Ce ne sont que les conséquences directes de leur propre choix. Désormais, Rowan se promet de rendre justice à tous ceux de leur espèce. Et à la fin de sa déclaration, Blake subit littéralement le traitement Gojo et finit en morceaux comme un Kit Kat. Pourtant, les ennuis de Rowan sont loin d'être terminés. Il perçoit d'autres présences qui descendent au niveau inférieur. Le groupe arrive, dirigé par leur chef, qui ordonne de fouiller les lieux de fond en comble. Il s'agit du vice-capitaine Oscar de la division Union, qui remarque le talent du garçon et lui demande s'il maîtrise les pouvoirs télékinésiques. Rowan, déconcerté, ne comprend pas. Alors Oscar reformule. A-t-il appris la magie au sein du groupe Rethel? Rowan nie catégoriquement et précise qu'il n'a jamais appris la magie de manière formelle. Il est autodidacte, une affirmation plutôt invraisemblable pour un enfant de 10 ans, mais Oscar sent bien que le garçon dit vrai. Le vice-capitaine se présente alors plus correctement et s'intéresse à lui. Rowan l'impressionne par son sens aigu de l'observation. Il reconnaît la division de la foi, réputée pour ses missions de reconnaissance et son expertise en maniement de l'épée. Il note même qu'Oscar est classé rang S, en se basant sur son insigne. Le vice-capitaine est stupéfait par la sagacité et la prudence du garçon. Il estime que le moment est bien choisi pour discuter à l'extérieur et demande à Rowan de récupérer l'épée. Canalise son pouvoir, le garçon révèle alors ses capacités télékinésiques. Sous les yeux ébahis du vice-capitaine, stupéfait de voir un enfant si jeune manier une telle force avec une telle précision. Un de ses subordonnés vient aussitôt informer Oscar de l'origine de l'arbre. Il soupçonne sa création d'avoir eu lieu il y a moins de 2 ans, et le sort qui le maintient semble être de type Udon. Pourtant, Oscar estime que tout grand prêtre aurait laissé une trace de son mana en annulant un tel sort, sauf peut-être le père Sion. Quant à Rowan, il reste absorbé par ses pensées, le regard posé sur les pauvres enfants. Ceux qu'on appelait les lecteurs spéciaux n'étaient rien d'autre que des sacrifices. Théo et Lily sont partis, et Rowan se ronge de remords de ne pas avoir été plus doux avec eux. Il demande alors à Oscar s'il a déjà vu beaucoup d'arbres comme celui-ci au cours de leur mission. Cela signifie aussi que la division de la foi de l'Union enquêtera probablement sur d'autres fermes afin de démanteler le groupe Rethel. Bien qu'Oscar réponde au garçon comme il se doit, il fait une remarque frappante à propos de Rowan. Normalement, on s'attendrait à ce qu'un enfant de son âge soit écrasé par la tristesse. Mais non, ce gamin est différent. Il dégage une détermination claire, une volonté nette et une colère palpable sommeillent en lui. Rowan demande à être intégré à la division de la foi, tandis qu'Oscar prend un instant pour rassembler ses pensées, convaincu que le garçon est profondément marqué par le choc de ce qu'il vient de vivre. Mais il le cache avec une aisance troublante. Pour l'instant,
Il lui dit qu'ils mèneront une enquête spéciale avant de statuer sur son avenir. Rowan est invité à suivre le mouvement et alors qu'il s'exécute, il aperçoit une pièce sur le corps sans vie du député. Le garçon s'en empare et s'en va avec Oscar. D'après leurs observations, aucun dégât significatif n'a été constaté sur le pilier de la foi. 13 morts sont à déplorer du côté de l'organisation maléfique, tandis que 3 personnes ont été retrouvées mortes du côté des Shettlers. 2 principaux suspects sont identifiés pour ce crime, et l'un d'eux semble être ami. Par ailleurs, les grands prêtres et les principaux cadres du groupe n'auraient fait qu'installer la zone rituelle initiale. La cause réelle de son effondrement reste inconnue, ce qui justifie des investigations supplémentaires pour en comprendre l'origine. Le rapport terminé, le vice-capitaine se tourne vers Rowan et lui demande où il se sent le plus à l'aise. Rowan répond qu'il aime la bibliothèque. Pour respecter ses préférences, le bienveillant Oscar décide qu'il vaut mieux discuter là-bas. Il invite le garçon à les y conduire et dans la scène suivante, ils sont tous deux assis dans la bibliothèque, en pleine conversation. Oscar confie qu'il n'a trouvé aucun livre sur la cultivation du mana, même dans cet endroit, et il meurt d'envie de savoir comment Rowan a appris la magie par lui-même. La réponse du garçon est simple, il a deviné, ce qui est en réalité un signe manifeste de génie. Les personnes talentueuses ont souvent du mal à expliquer leurs dons intuitifs. Alors cette réaction est plutôt typique. Revenons à l'histoire. Rowan se qualifie lui-même d'intelligent, ce que je trouve vraiment adorable. Même le vice-capitaine pense que le garçon dit la vérité et qu'il est probablement doué. Pourtant, il veut entendre sa version des faits. Le garçon commence donc à raconter la toute première fois où il est venu au refuge. Leur discussion dure un bon moment et Rowan finit par émettre une hypothèse. Pauline serait responsable du transfert de ses pouvoirs en lui. Malgré ce récit, plusieurs éléments laissent le vice-capitaine perplexe. Par exemple, comment un garçon sans la moindre formation à la cultivation du mana a-t-il pu tuer 2 membres du groupe Redell, dont Blake, un bretteur talentueux? Il y a aussi le fait qu'il ait rompu les conditions rituelles imposées par le grand prêtre, ce qui n'est en rien un exploit ordinaire. Pour l'instant, le garçon semble utiliser la télékinésie sans prononcer de sort, ce qui est pour le moins étrange. Et puis, il n'a même pas l'air fatigué. Rowan est une mine de trésors que personne n'avait pris la peine d'explorer. Curieux, il veut en savoir plus sur l'arbre qu'ils ont découvert. C'est là qu'on obtient une explication dense. En gros, c'est un dispositif rituel créé par l'organisation qui consomme la vie humaine. Le but, faire naître un fruit formé par l'énergie vitale absorbée. Il s'agit en fait d'une forme condensée du mana, manifestée physiquement. C'est donc un fruit précieux. Oscar montre même au garçon le fruit issu de la consommation de son mana. Le fruit est ensuite ingéré, permettant à celui qui le mange d'accroître ses réserves de mana. C'est un produit très cher sur le marché noir. Quant à l'utilisation de la lecture comme méthode, elle s'explique par le fait que les rituels exigent que certaines conditions soient réunies. La lecture est censée stabiliser l'arbre et améliorer la qualité de ses fruits. À partir de cette explication, Rowan comprend que l'arbre est impliqué dans son histoire, presque comme s'il la racontait à quelqu'un d'autre. Cela signifie qu'il devient stable dans son activité. Et avant d'être des arbres, le garçon réalise que ces êtres étaient des personnes vivantes, respirantes. Oscar est impressionné par ses capacités d'analyse et en conclut qu'ils perçoivent les choses de la même manière. Mais Rowan n'a pas fini avec ses questions. Il veut savoir ce que signifie le mot télékinésie. Le vice-capitaine lui explique alors qu'il s'agit simplement d'une forme de magie, permettant de déplacer des objets grâce au mana, plutôt que par un contact physique. Rowan fait alors la démonstration de cette capacité, réalisant qu'il manipulait en réalité la magie depuis le début. Il ne connaît pas grand-chose sur son propre pouvoir, ni sur la nature de la magie. Et bien qu'il ne manifeste que le premier stade de la télékinésie, Oscar le considère déjà comme un cas unique pour un enfant de son âge. Se souvenant que Rowan souhaite rejoindre la division de la foi, Oscar s'interroge sur les véritables intentions du garçon. Après tout, il vient tout juste de vivre une expérience traumatisante, trahi par ceux qu'il aimait et en qui il avait confiance. Il est donc curieux de comprendre pourquoi Rowan veut malgré tout rejoindre leur groupe. D'ailleurs, la division de la foi ou l'union, ce sont la même chose, mais sous des noms différents. Rowan avoue franchement qu'il ne fait pas pleinement confiance à la division, mais que son intuition lui dit qu'Oscar est quelqu'un de bien, si l'on en croit son mana.
Le vice-capitaine est un peu décontenancé d'entendre un enfant de 10 ans le qualifier de pur et d'innocent, et lui fait remarquer que cette intuition pourrait bien le mener à sa perte dans d'autres circonstances. Rowan soutient qu'il lit très bien les gens, mais malgré cela, il sait qu'il ne sera pas facile pour eux d'accepter qu'un enfant rejoigne leur groupe ou interfère dans leurs plans. Cela pousse le garçon à se demander s'il est considéré comme trop inexpérimenté ou trop faible selon leurs critères. Mais Oscar l'interrompt, lui demandant de l'écouter attentivement. Dans la vie, il y a des choses plus importantes que le simple talent. Le ton ferme d'Oscar anéantit l'enthousiasme du garçon. Rowan se renfrogne, attristé, ce qui pousse le vice-capitaine à préciser qu'il n'y a rien de mal chez lui. C'est juste que faire une exception pour un étranger est difficile, surtout quand il est si jeune. Rowan, jeune mais perspicace, questionne alors « Est-ce que l'âge compte plus que la capacité à agir ?» Cette question arrête net le vice-capitaine. Il est vrai que Rowan démontre le talent d'un génie pour son âge, comme le prouve sa capacité à neutraliser 2 hommes adultes. Mais cela ne fait pas tout. Malheureusement, Oscar admet que l'union évalue l'expérience à travers l'âge, et non le talent. Rowan demande alors s'il est trop immature pour eux. Le vice-capitaine, après réflexion, décide de lui donner sa chance et transforme la conversation en entretien informel. Sa première question, « Pourquoi as-tu tué Edgar ?» alors qu'il ne te menaçait pas directement. Rowan répond avec intelligence. Edgar avait assassiné le directeur ainsi que sa femme, et il paraissait évident qu'il serait sa prochaine cible. Hésiter aurait été fatal. Oscar souligne qu'il a tout de même tué 2 personnes, et qu'il se pourrait que d'autres facteurs aient influencé sa décision. Peut-être la colère? Rowan reconnaît que ses émotions ont clairement joué un rôle important, et il n'a aucun mal à l'admettre. Il pense même que parfois les émotions humaines ne troublent pas le jugement, mais le clarifient. Quant à son raisonnement, il en était venu à la conclusion que de nombreuses vies innocentes avaient été arrachées par ces ordures. C'est pourquoi il ne voyait aucun intérêt à épargner des êtres qui n'avaient plus rien à racheter. En fin de compte, lui non plus n'avait pas le droit de les laisser vivre. Face à cela, Oscar lui demande alors « Mais avais-tu le droit de les tuer, toi ?» Rowan répondit que, compte tenu des circonstances, c'était la seule décision juste. À cet instant critique, il possédait simplement le pouvoir nécessaire pour rendre justice. Pourtant, il ne cherchait pas à fuir la réalité qu'il portait la responsabilité d'avoir ôté une vie. C'est pourquoi il ne cherchait aucune excuse. Le vice-capitaine lui demanda alors si c'était vraiment nécessaire de tuer ces hommes. À sa grande surprise, Rowan admit que, parfois, certaines personnes héritaient du rôle d'exécuteur. Et avec un regard glacial, il ajouta que l'union existait aussi pour cela. Durant ce court instant, le vice-capitaine vit quelque chose en lui. Il est vrai que l'objectif de l'union est d'agir selon ses valeurs les plus profondes. Mais au-delà de tout, leur idéal est de bâtir un monde empli de bonheur et de rire. Un monde protégé du mal, stable et aussi paisible que possible pour les générations futures. Même si un tel idéal ne sera sans doute jamais pleinement atteint, il reste l'objectif quasi impossible que l'organisation tente inlassablement de poursuivre. Telle est la véritable vocation de l'Union. Le vice-capitaine comprit que cela avait toujours été leur unique mission. Et il fut impressionné par les réponses calmes de Rowan, tout en étant étonné par la maturité de ses propos. Oscar décida alors de lui parler d'un groupe nommé La Tombe, une organisation du mal absolu qui menacerait l'existence même de leur royaume. Rethel n'est en réalité qu'une faction issue de cette organisation. La première division de l'Union s'échine à éradiquer leur ferme maléfique. Bien que le processus soit long et pénible, Oscar pense que l'aide de Rowan pourrait être le facteur décisif tant attendu. Le garçon, intrigué, ne comprend pas bien la remarque d'Oscar. Ce dernier conclut donc qu'il devra se rendre à l'Union pour prouver sa valeur. Une fois cela fait, ils le considéreront comme l'un des leurs. Pour l'heure, il souhaite seulement que Rowan soit à la hauteur de ses attentes. Ainsi s'acheva la réunion. Dehors, Oscar et son équipe étaient rassemblés. Il annonça publiquement que les opérations maléfiques du refuge du donjon avaient été conçues pour servir les plans obscurs de Rethel. Heureusement, l'Union était, une fois encore, intervenue à temps pour dissiper les ténèbres de cette région. Le refuge du donjon allait désormais reprendre ses activités dans les règles. Sur ces mots, il ordonna à sa division de se mettre en route. Enfin, il appela Sienna, l'une de ses subordonnées, et lui confia une mission. D'un simple regard, Rowan remarqua qu'elle rayonnait d'une onde de mana bleue. Oscar voulait que le garçon soit escorté en toute sécurité jusqu'à l'Union, et ce serait elle qui s'en chargerait.
Sienna se présenta comme la messagère du pilier de la foi, précisant que le voyage jusqu'à l'Union prendrait au moins 2 semaines. Comme le trajet serait long, elle lui conseilla de rassembler rapidement ses affaires importantes. Heureusement, le garçon n'avait rien d'essentiel à emporter. Sienna lui rappela qu'il n'aurait pas de seconde chance et répondit même à ses éventuelles questions. Rowan, curieux, lui demanda qui elle était, découvrant ainsi qu'elle était une elfe noire. Il fut stupéfait par son aura lumineuse, avouant qu'il avait toujours cru que les elfes noirs dégageaient une aura bien plus sombre. La jeune femme sembla légèrement interloquée par ses propos, mais Rowan s'excusa aussitôt, précisant qu'il était simplement fasciné par sa personnalité mystérieuse. Sienna lui répondit que cela venait probablement de son lignage, sans pour autant développer davantage. Elle monta ensuite à cheval, prête à partir. Oscar adressa un dernier salut au garçon. Ce dernier, doux et attentionné, demanda même aux autres membres du groupe de prendre soin d'eux-mêmes, touchant leur cœur par sa sincérité. C'est ainsi que commença leur voyage vers l'Union. Quelques jours plus tard, alors que la nuit tombait, Rowan et Sienna établirent leur campement. Elle offrit au garçon un petit fourreau pour sa lame. Cela faisait un moment que Rowan se demandait ce qu'elle préparait avec tant d'attention. Il découvrit alors qu'elle lui confectionnait un modeste cadeau. Ravi, Rowan la remercia en la vouvoyant, ce qu'elle n'apprécia guère, et l'appeler grande sœur ne lui paraissait pas plus naturel. Alors, le garçon décide finalement de l'appeler Sunbay, puisqu'ils vont bientôt travailler ensemble. En voyant l'attitude espiègle du garçon, l'elfe noir détourne le regard, légèrement troublé. Pendant ce temps, il s'amuse avec son pouvoir de télékinésie, faisant tournoyer dans les airs la lame brisée. Sienna remarque alors ses talents, tandis que le garçon se remémore comment le vice-capitaine avait qualifié ses pouvoirs de magie télékinétique. Elle confirme cette définition, tout en expliquant qu'elle reste approximative. Elle est simplement la plus proche de la réalité. Intrigué, Rowan demande alors ce qui définirait au mieux sa magie. Elle lui répond que c'est difficile à dire, car sa magie semble unique. Son pouvoir paraît capable de manipuler directement le mana sans avoir recours à une incantation ou une formule. C'est une forme de puissance divine que seuls possédaient les anciens elfes, la race originelle, avant qu'ils ne se divisent en différentes lignées comme les elfes noirs. Rien qu'en observant la couleur des yeux du garçon, elle comprend que les parents de Rowan n'étaient pas des gens ordinaires. Ce mot, parents, éveille en lui un souvenir lointain. Le lendemain, Rowan et Sienna arrivent à l'Union, un endroit qui ressemble à une ville. Alors qu'ils progressent dans les rues, elle lui explique que le lieu est divisé en 2 grandes zones, résidentielle et commerciale. Une chose est certaine, toutes les races se réunissent ici pour s'approvisionner. L'Union est l'endroit le plus fiable et le plus puissant du continent, non seulement par sa structure, mais aussi parce que les individus les plus forts du monde s'y rassemblent. C'est la raison pour laquelle l'Union est considérée comme l'épée et le grimoire du continent. Guerriers et mages s'y unissent pour protéger les citoyens des organisations malfaisantes, comme celle de la Tombe. Rowan découvre un flot de nouvelles informations, tandis que Sienna lui montre ce qui sera désormais sa nouvelle maison. En avançant, ils sont accueillis par Lazarus, le directeur du bureau de gestion de l'Union. Intrigué par le garçon, Lazarus demande à s'entretenir avec lui en privé. Ils se rendent alors dans une pièce extrêmement lumineuse, à tel point que le garçon ne peut s'empêcher de le remarquer intérieurement. D'après ce qu'il a appris de Sienna, cet endroit est celui où les forces militaires se rassemblent. Ce qui impressionne le plus chez l'homme en face de lui, c'est que Lazarus dégage une aura incroyablement stable et éclatante. Cela pousse Rowan à se demander quelle force colossale ce directeur peut bien renfermer. Ce dernier lui tend poliment la main, puis la saisit entre les siennes. Soudainement, le garçon ressent une sensation intense. Lazarus tente de manipuler le mana de manière extrêmement raffinée. C'est en réalité l'aboutissement de ce que Rowan fait instinctivement, mais avec une maîtrise bien supérieure. Le garçon en est ravi. Il existe donc des gens capables de jouer avec le mana à un tel niveau de perfection. Les yeux de Lazarus se posent alors sur la petite pièce que le garçon a prise au vice-directeur. Rowan s'empresse de clarifier. Il ne l'a pas volée. Il l'a simplement récupérée, car elle appartenait à sa grand-mère. Ce n'était qu'un acte de restitution. Quoi qu'il en soit, le directeur souhaite examiner l'emblème et demande à Rowan de le lui remettre. Mais malgré tous ses efforts, Rowan est incapable de détacher sa main ou de bouger son corps. C'est comme si leurs corps étaient liés, fusionnés ensemble. Le contrôle du mana de Lazarus est d'une précision ahurissante.
Rowan comprend alors que s'il parvenait à endurer à la fois la pression gravitationnelle et celle du mana, il pourrait se libérer. Et en effet, il réussit, utilisant cette technique et impressionnant le directeur. Ce dernier avait toujours voulu savoir si un tel pouvoir existait, et voir Rowan l'utiliser le laisse bouche bée. Pourtant, quelque chose dérange le jeune garçon. Il a le sentiment qu'il aurait pu faire mieux. Après tout, il n'a fait qu'imiter le contrôle du mana du directeur qui s'en est sûrement rendu compte. Lorsqu'il examine l'emblème, le mana de Lazarus vacille pour la première fois. Un détail que Rowan remarque aussitôt. Le directeur le remercie alors de lui avoir montré un objet aussi précieux. Mais Rowan, toujours curieux, ne peut s'empêcher de poser une question. Est-ce que Lazarus est vraiment l'homme le plus fort de l'Union? À cela, le directeur rit et rejette ses affirmations, soulignant qu'il n'est qu'un vieux de la vieille qui donne un coup de main à la jeune génération. Il se décrit aussi comme un raton laveur, mais le garçon, pointilleux sur les détails, ne saisit pas vraiment la métaphore. Pour répondre fidèlement à sa question, Lazarus explique que les 7 capitaines d'équipe sont d'une puissance extraordinaire, sans oublier le commandant, un véritable maître dans son domaine. Il y a également le gouverneur et l'autorité propre à l'Union elle-même. Comparé à ces géants, il n'est, selon ses propres termes, rien de plus qu'un simple raton laveur. Une fois les questions du garçon satisfaites, Rowan demande s'il pourra revenir poser d'autres questions sur l'organisation. Lazarus accepte avec joie, à condition qu'il prenne rendez-vous. Dès le premier contact, le garçon a pris le directeur en sympathie, le décrivant comme quelqu'un de bien et de fort. Il le remercie et se sent rassuré dans sa décision d'avoir rejoint l'Union. Quoi qu'il en soit, on conduit le garçon vers ce qui sera désormais sa nouvelle maison, l'école de l'Union, aussi appelée Académie de l'Union. En général, chaque fois qu'un membre de l'équipe part en mission, ses enfants sont envoyés ici. C'est l'endroit idéal pour que le garçon développe son talent, car dans 5 années, il pourrait bien devenir un membre puissant de l'organisation. Cependant, on lui rappelle que cette académie ne propose pas de spécialisation. Elle offre un mélange de disciplines, telles que l'escrime, la magie, ainsi que les arts martiaux. Leur objectif est d'approfondir les talents des élèves à travers des théories de base et des fondements essentiels. L'idée d'intégrer une véritable école remplit le cœur du garçon de bonheur, et même Sienna partage sa joie. La suite de l'histoire se concentre sur l'Académie de l'Union. Notre petit génie préféré fait forte impression dans son uniforme et demande à la femme s'il s'agit de son enseignant. Réalisant qu'elle a oublié de se présenter, Daphne lui explique qu'elle est la responsable des affaires académiques et qu'elle enseigne également les langues. Elle lui remet l'emploi du temps de première année, ainsi qu'une liste des matières parmi lesquelles il peut faire son choix. Les cours couvrent des domaines très variés. Le mana, l'escrime, et même des disciplines comme l'astronomie. Tout semble si passionnant à ses yeux qu'il coche toutes les cases. En recevant la liste, Daphne est stupéfaite. Elle lui explique qu'il lui sera très difficile de suivre tous ses cours en même temps. Ce serait problématique s'il échouait. Mais la curiosité du garçon semble sans limite. Il veut tout apprendre. Daphne insiste sur le fait que la quantité de devoirs sera énorme et que la plupart des élèves ont du mal à suivre. Mais tout cela paraît étranger au garçon, qui ne comprend pas pourquoi étudier serait difficile. En entendant cette remarque, Daphne comprend qu'elle a affaire à un enfant hors du commun, car la plupart des enfants n'aiment pas étudier. Elle décide finalement de conserver la liste telle qu'elle et lui propose de se diriger vers le premier cours. Dans la scène suivante, le garçon suit Daphne jusqu'à l'intérieur de la salle de classe. Son regard scrute les moindres détails autour de lui. Ce n'est pas très différent de ce qu'il avait imaginé. Les enfants ici possèdent un mana bien plus dense que le sien. Cela signifie que le problème vient de son propre corps, comme il l'avait supposé dès le départ. Quoi qu'il en soit, Daphne présente tout le monde à la nouvelle recrue. Rowan reçoit la parole pour se présenter. Se remémorant ses séances de lecture passées, il trouve ce moment familier. Il se présente poliment et espère s'entendre avec tout le monde. Sa voix à cet instant émeut même le cœur de l'enseignante. Cet enfant est inarrêtable. Il n'a besoin de rien d'autre que de sa voix. Il s'installe alors rapidement à sa place. Daphne ouvre le cours et leur annonce qu'ils commenceront à la page 24. Rowan est le premier à lire, car il a appris ce texte à l'orphelinat. L'enseignante est ravie de le voir participer. Mais lorsqu'il ouvre le livre, il se souvient qu'il s'agit du même que celui qu'Amy lui avait fait lire lorsqu'il était encore au refuge. Rowan s'exprime avec une élégance rare, captivant sa classe grâce à sa voix singulière. L'espace d'un instant,
il ressent une légère irritation à l'idée d'associer ce livre à la fille qu'il a trahie. Amy faisait bel et bien partie du groupe des ricanants. Pourtant, il souhaite lui accorder une seconde chance et entendre sa version des faits, car il ignore encore ce qu'elle ressentait réellement à son égard. Malgré son jeune âge, le garçon comprend déjà que les gens sont bien plus complexes que n'importe quel manuel scolaire. À la fin de sa lecture à voix haute, la classe tout entière éclate en applaudissements. Même l'enseignante est sous le charme et salue l'arrivée d'un élève aussi talentueux. À la fin du cours, Rowan se découvre de nouveaux admirateurs, qui lui confient que même Daphné n'est pas du genre à se laisser facilement impressionner. Mais les mots du garçon étaient si vivants, si empreints d'émotion. Parmi ses admirateurs, se détache aussi une élève aux cheveux courts et aux yeux verts. D'un simple regard, Rowan la reconnaît comme la fille qu'il avait vue dans sa vision autrefois. Sophie Pobble se présente comme la présidente de la classe ainsi que la représentante des élèves. Il se serre la main et Sophie lui demande quelle option il a choisie. Il lui parle alors de son intérêt pour l'escrime. Mais elle lui fait remarquer qu'il ne porte qu'un petit poignard sur lui, ce qui pourrait indiquer qu'il vise à rejoindre l'Union. Bien que cela soit peut-être vrai, Rowan se souvient avec amusement qu'il ne s'est pas vraiment soucié de cela en choisissant ses matières. Il voulait simplement tout apprendre. À présent, il est curieux. Est-ce que l'escrime est nécessaire pour faire partie de l'Union? Trouvant cette question bien étrange venant de lui, Sophie le dévisage, ce qui le pousse à se demander s'il a dit quelque chose d'inhabituel. Dans la scène suivante, les élèves arrivent sur le terrain d'entraînement où l'instructeur les attend. Soudain, ils se mettent tous à courir vers lui, ce qui déroute complètement le garçon. Ils préviennent Rowan qu'il fonce tête baissée, mais ce n'est pas le plus étonnant. Ce qui le surprend vraiment, c'est l'utilisation du mana. Cela suffit à le motiver à faire de même. Le garçon se met alors à sprinter avec joie, dépassant tous ses camarades malgré un départ tardif, au point de choquer même la présidente des élèves. Sophie remarque que sa vitesse est complètement anormale, tant il dépasse les autres avec facilité. Prenant la tête, Rowan les provoque joyeusement, qu'ils essayent de le rattraper. Voir les élèves s'agiter ainsi à propos du nouveau venu met l'instructeur sur ses gardes. Il n'arrive pas à croire qu'un garçon aussi frêle puisse courir aussi vite. Assez intrigué, il décide d'observer l'enfant de plus près. Tous les élèves sont exténués à la fin de la course, sauf Rowan, qui les a littéralement laissés sur place. Très vite, on les rassemble pour une assemblée, alors que le garçon se réjouit encore de voir que ses nouveaux amis utilisent le mana comme lui. Sophie, de son côté, se demande si cet enfant est vraiment humain. La manière dont il les a dépassés, allant jusqu'à les doubler sans montrer le moindre signe de fatigue, lui semble tout simplement folle. Et pourtant, après tant d'efforts, le garçon se tient toujours droit, sans la moindre trace d'épuisement. Face au regard insistant qu'elle lui lance, Rowan lui demande si elle a apprécié la course. Surprise, Sophie pense intérieurement. C'est sûr, c'est un démon. Quoi qu'il en soit, après un temps de repos bien mérité, l'instructeur se présente enfin. Diego Sanchez, maître d'armes et enseignant d'escrime. Le garçon est ravi d'être sous sa tutelle. Le cours commence donc avec la distribution des épées en bois à chaque élève. Et disons qu'après la course, l'enthousiasme n'est pas vraiment au rendez-vous. Étrangement, Rowan n'a toujours pas bougé. Diego l'interpelle, l'invitant à se mettre en place, mais le garçon semble hésitant, presque effrayé à la vue de l'arme. Des souvenirs liés à Blake semblent remonter en lui. Diego, percevant rapidement l'inconfort du garçon, comprend qu'il a peur. Il le rassure. Une épée peut être une arme dangereuse, oui, mais elle n'est qu'un outil. Ce qui compte, ce n'est pas l'intention de la lame, mais bien le caractère de celui qui la brandit. C'est pour cela qu'il encourage l'enfant à affronter sa peur. Cette façon de présenter l'épée non comme une menace, mais comme un reflet de l'âme, touche profondément Rowan. Il réalise alors que si Blake avait utilisé un bâton au lieu d'une épée, il aurait tout simplement développé une peur des bâtons. Cette prise de conscience marque un tournant pour lui. Cela confirme que les épées ne sont pas du tout le problème. Alors il s'avance et saisit la lame, conscient qu'il n'aspire pas à devenir un maître d'armes. Pour autant, cela ne signifie pas qu'ils doivent fuir. À première vue, Diego évalue que la manière dont Rowan tient son épée révèle un certain talent, mais le point faible reste sa volonté quasi inexistante. L'instructeur annonce qu'à partir de maintenant, ils s'entraîneront en duel par binôme. Peu importe la méthode employée, leur objectif ultime sera de neutraliser leur adversaire. Rowan est désigné pour s'associer avec Sophie, ce qui semble être une décision logique. Leur affrontement surprend les deux élèves. Les autres enfants pensent que Sophie remportera le duel,
simplement en raison de son ascendance prestigieuse et de son talent pour l'escrime. Quoi qu'il en soit, leur enseignant leur donne le signal de se préparer. Le combat débute avec Sophie, adoptant une posture d'escrime large, les yeux fixés sur son adversaire. En y repensant, c'est la première fois que le garçon assiste à un véritable duel d'escrime. Il décrit la manière dont elle manie l'arme comme remarquable et bien différente du sentiment terrifiant qu'il avait connu autrefois. Ajustant sa lame, il se demande ce que signifie réellement être bon à l'épée. Alors le garçon prend position, espérant apprendre à travers cette opportunité. Sa posture seule suffit à étonner l'instructeur et Sophie, car il adopte une position parfaitement neutre. C'est un miracle de voir ce garçon maîtriser aussi naturellement une posture aussi complexe dès sa première tentative. Pourtant, Sophie refuse de perdre ce duel. L'honneur de sa famille en dépend. Forte de cette détermination, elle engage le premier assaut. Rowan manque sa cible, mais la surprend légèrement. On dirait qu'il sait déjà où elle va frapper. Lorsqu'elle vise sa poitrine, il esquive son coup. Non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle se retrouve bloquée et repoussée. Sophie se retrouve à ruminer au beau milieu du duel, peinée de voir que son adversaire si prudent anticipe tous ses mouvements. C'est comme si le garçon voyait l'avenir avant même qu'il ne se produise. Finalement, elle admet sa défaite et demande une revanche. Rowan lui sourit et accepte. Après le combat, ils échangent longuement sur la performance du garçon. Sophie est réellement impressionnée par sa manière naturelle de manier une épée. Il s'avère qu'ils se sont affrontés 4 fois au total, chacun remportant 2 victoires. Sophie se réjouit à l'idée de se battre plus souvent contre lui désormais. Par ailleurs, les élèves se réjouissent que le prochain cours porte sur l'apprentissage de la magie, ce qui leur offrira un peu de répit. Rowan, lui, est perplexe. Selon lui, c'est probablement l'un des cours les plus importants pour devenir membre de l'Union. Mais rien que sa question suffit à choquer ses camarades. Un élève lui confie que malheureusement, leur professeur est tellement au-dessus de leur niveau qu'il est impossible d'apprendre la magie avec lui. Rowan admet que la magie ne s'apprend pas aisément, mais il est intrigué par leur enseignant. À ce moment-là, les élèves commencent vraiment à percevoir le manque de connaissances du garçon. L'homme chargé de leur enseigner la magie élémentaire n'est autre qu'un ancien commandant, mais aussi le doyen de la magie de l'académie. Cet homme, c'est l'estimé professeur Arthur. Le cours de magie bat son plein. Le professeur Arthur, autrefois un commandant de renom, en est l'enseignant. Et à en juger par son expression, Rowan est impressionné de constater que son mana est encore plus dense que celui du directeur. Cela attise sa curiosité quant à l'individu le plus puissant de l'Union. Arthur, de son côté, apprend qu'un nouvel élève a été admis récemment et précise qu'il enseigne la magie de base. Il ajoute, non sans ironie, que la plupart des élèves trouvent son cours ennuyeux. Mais Rowan semble différent. Le garçon avoue vouloir devenir mage et intégrer l'Union. Cette confession émeut sincèrement le vieil homme, qui félicite le garçon pour sa détermination, tout en lui rappelant qu'il s'écarte du chemin de l'escrime. Ce commentaire pousse Rowan à se demander si c'est la raison pour laquelle ses camarades le regardaient étrangement un peu plus tôt. Il décide donc de poser la question. Et c'est la jeune Sophie qui prend la parole pour lui répondre. Elle explique que pour maîtriser totalement la magie, il faut accumuler une immense quantité de connaissances, ce qui impose un lourd fardeau au corps comme à l'esprit. Autrement dit, même une personne exceptionnellement douée ne sera pas reconnue comme mage sans au moins 10 années d'entraînement. Arthur confirme cela et ajoute qu'il est difficile de devenir membre de l'Union après l'obtention du diplôme. En entendant cela, Rowan semble abattu. Il comprend qu'un mage de première classe ne suffit pas pour être réellement fiable. Pour pouvoir être actif, il faut atteindre au moins la seconde classe. C'est pourquoi Rowan se fixe un objectif ambitieux, devenir un mage de 3e classe avant la fin de sa formation. Un objectif si audacieux qu'il surprend même le professeur, car le garçon ne semble pas encore saisir ce que cela implique réellement. Arthur décide de l'aider. Il inscrit au tableau une démonstration. L'Union valorise l'escrime, tandis que la magie est perçue comme une quête de savoir et de sagesse. Il trace ensuite une formule extrêmement complexe pour produire une simple flèche de feu. Mais quelque chose cloche. Rowan, s'appuyant sur sa mémoire, se souvient avoir déjà vu cette formule près du puits rituel. Arthur comprend que les élèves ne perçoivent pas le problème. Malgré sa complexité apparente, la flèche de feu reste un sort considéré comme simple et élémentaire. Les sorts avancés, en revanche, sont bien plus difficiles à reproduire. Le professeur Arthur fait alors une démonstration magnifique de la flèche de feu. Mais Rowan remarque un petit détail.
La flèche semble instable, comme si elle allait se dissiper d'un instant à l'autre. Le vieil homme insiste sur le fait que les formules magiques nécessitent une extrême précision. Même après avoir dépensé une grande quantité de mana, une simple erreur peut suffire à faire échouer le sort. Mais lorsqu'il ajoute un dernier élément à la formule, la flèche enflammée devient plus grande, plus brillante et bien plus puissante. Les élèves sont éblouis par le spectacle. Arthur explique que les mages doivent mémoriser ce type de formule et veiller à ne jamais faire d'erreur. Il faut une patience presque divine pour ajuster un sort. Par exemple, transformer une flèche de feu en boule de feu, ce qui consomme davantage de mana et impose encore plus de pression mentale et physique. De plus, la magie comporte ses propres limites, plus marquées que l'escrime. Sophie ajoute que cela s'explique par le fait qu'infuser du mana dans une arme est plus simple et plus efficace que de le canaliser dans un sort. Le professeur renchérit en expliquant que l'usage de mana en magie est plus exigeant et que sa puissance dépend donc du système de réserve du mage. Rowan comprend alors beaucoup mieux. Chaque mage évalue sa force en fonction de la quantité de mana dont il dispose. Et si tel est le cas, la faible concentration de mana de Rowan risque d'être un obstacle majeur dans sa progression magique. Pourtant, il reste convaincu qu'en étudiant la magie en profondeur, il pourra peut-être surmonter ses faiblesses. Pour l'instant, l'avenir reste incertain. Arthur pose une question amusante au garçon, curieux de savoir ce qu'il faut pour lancer un sort précis. Rowan répond correctement qu'il faut une formule. Et même si c'est vrai, les formules sont notoirement difficiles à retenir en plein combat pour les mages. C'est pourquoi le système des formules a été repensé sous forme de cercle magique, qui incarne parfaitement le principe de la formule. Rowan comprend alors que les tatouages qu'il avait aperçus sur le bras du directeur étaient en réalité un cercle magique. Il apprend que certains magiciens choisissent de les graver sur leur propre corps pour s'habituer plus rapidement à la magie. Cela fonctionne comme un symbole. Si la formule est une équation, alors le cercle magique en est la représentation. À la suite de cette réflexion, le garçon demande si l'incantation n'est pas en fait la conversion linguistique de la formule. Interloqué par l'observation du garçon, le professeur se demande ce qui a pu le mener à une telle conclusion. Rowan explique que la formule écrite par son professeur au tableau servait de plan pour créer une boule de feu. Et si l'on considère vraiment le cercle magique comme un symbole, alors l'incantation représente bien la conversion linguistique du même sort. Cette remarque fait sourire fièrement le professeur. Bien qu'il s'agisse de son premier jour dans cette classe, Rowan a démontré une compréhension fine d'un concept que de nombreux mages étudient encore en profondeur aujourd'hui. Arthur est réellement impressionné par la vitesse à laquelle le garçon comprend. Il confirme que l'incantation consiste simplement à prononcer les bons mots et que l'infusion de mana dans chaque mot déclenche l'incantation du sort. Pour le prouver, le professeur lance alors une boule de feu, cette fois uniquement à partir de son incantation. Il précise également que des éléments comme la vitesse, la tonalité ou même l'état émotionnel de l'utilisateur influencent le sort. Ce n'est pas différent d'une récitation ou d'une lecture. Et pourtant, aucune récitation dans la vie de Rowan ne l'a jamais autant captivé. Le professeur craint d'avoir intimidé le garçon avec tous ces détails complexes sur la magie. Il lui demande alors s'il est toujours motivé à poursuivre son objectif grandiose. À sa grande surprise, Rowan est encore plus fasciné qu'avant. Ce qui réjouit le professeur qui juge qu'il est temps de lancer véritablement le cours en commençant par l'étude des langues anciennes. Chaque élève recevra un livre à déchiffrer pour comprendre la nature de cette langue. Et comme vous pouvez l'imaginer, tous ressentent déjà l'angoisse à l'idée d'une tâche aussi ardue. À la fin de ce cours infernal, Sophie est complètement épuisée, d'autant que les enfants ont maintenant une montagne de devoirs à accomplir. Elle regrette d'avoir choisi autant de cours à la fois. Mais de son côté, Rowan reste imperturbable. Ce garçon a littéralement rempli toute sa semaine de cours, ne laissant que les pauses comme moment de répit. C'est que sa curiosité dépasse l'entendement, au point d'agacer même Sophie. Quoi qu'il en soit, elle apprend que sa chambre est partagée avec un certain Lucas, un nom qui ne lui dit absolument rien. Elle lui souhaite une bonne soirée et s'en va. De retour dans sa chambre, le garçon est plongé dans le travail, tentant de déchiffrer le sort à partir de la formule de base. Comme il ne possède pas les réserves nécessaires pour utiliser une magie puissante, il se demande s'il ne devrait pas adopter une approche plus adaptée à ses capacités globales. À sa grande surprise, il finit par créer un véritable sort. C'est un exploit insensé.
mais qui a un coût énorme. Car même s'il parvient à lancer le sort, l'effort exigé par son corps est tel qu'il s'effondre, totalement inconscient. En revenant dans la chambre, Lucas est stupéfait de découvrir un garçon évanoui sur le sol, se demandant ce qui a bien pu se passer.